Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, émission Wall Street Insider qui, comme son nom l'indique, va consister à couvrir les actifs donc des États-Unis. On parlera de la paire euro-dollar, de manière générale du dollar américain, des indices boursiers américains et de cet agenda des publications des entreprises. D'ici la fin de semaine, c'est globalement chargé. Je reviendrai sur la séance, sur les 3 séances consécutives de hausse à Wall Street la semaine dernière, et puis sur les anticipations relatives au profit des entreprises US au premier trimestre ou encore aux perspectives d'évolution du dollar américain. Quatrième partie, nous étudierons les paires majeures. Et enfin, je terminerai sur le tour d'horizon des paires croisées et ou mineures pour envisager des stratégies de trading en dehors des actifs majeurs. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. Vous le connaissez pour certains par cœur. Si ce n'est pas le cas, eh bien lisez-le avec attention car vous assistez à une présentation purement indicative. Vous êtes donc face à la plateforme MarketScope 2.0, en tout cas l'outil graphique de la plateforme Trading Station. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, c'est ce que vous me confirmez toutes et tous. Alors, commençons comme promis par les marchés actions US. Ce matin dans le morning meeting, j'ai étudié avec vous des graphiques en données journalières. Je vais me concentrer ici sur les bougies intraday, notamment l'horizon de temps 4 heures. L'agenda des publications des entreprises américaines, il est chargé cette semaine. Par contre, ça ne commence pas aujourd'hui, mais ça commence mardi. D'ailleurs, il n'y a pas aujourd'hui de statistiques US d'importance. Et donc, c'est pour cette raison que la semaine macroéconomique et la semaine microéconomique américaine débute mardi. Pourquoi? Parce que demain, ce sont les ventes au détail et demain, nous attendons les résultats de Johnson & Johnson, JP Morgan, Wells Fargo et Intel. Mercredi, c'est Bank of America et Netflix. Jeudi, beaucoup d'entreprises, et notamment des banques américaines, Goldman Sachs, Citigroup, BlackRock, American Express. American Express, c'est important parce que globalement, ça permet un peu d'évaluer comment se porte la consommation aux États-Unis. Enfin, vendredi, General Electric et Honeywell. Alors d'ailleurs, General Electric a beaucoup progressé la semaine dernière, ce qui a permis au marché actions US de réaliser une belle semaine. Belle semaine aussi pour le dollar US qui teste d'ailleurs ses sommets annuels, qui rejette là en début de session américaine. C'est probablement une opportunité pour adopter des stratégies de vente sur les paires majeures avec quelques reprises techniques intraday. Je vais les envisager avec vous. Concrètement, ce que nous devons retenir, c'est que les marchés actions US sont à peu de choses près à environ 1% de leur sommet historique. On peut envisager d'ailleurs cette semaine, le signal n'est pas donné, mais qu'ils dépassent ces sommets historiques. Quant aux anticipations de résultats du S&P 500 au premier trimestre, eh bien globalement ils sont attendus en recul ce trimestre d'environ 5%, mais hors énergie, ils sont attendus en progression. Sans surprise, nous savons que les compagnies pétrolières sont pénalisées par la baisse du prix du pétrole. Le dollar US, et je terminerai avec ça, cette introduction. 65% des économistes anticipent un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds en septembre, environ 30% selon les contrats futurs. Globalement, le marché s'est clairement désormais focalisé sur la fin de l'année 2015. Voilà donc pour cette introduction. La saison des résultats continue demain avec notamment JP Morgan, Johnson & Johnson, Wells Fargo et Intel, pour citer uniquement les poids lourds de la cote. L'indice S&P 500, vous l'avez sous les yeux, du moins son graphique, intraday en données 4 heures, avec ce trading range en place depuis la fin du mois de février entre 2040 points et 2120 points. 2120 points, c'est tout simplement les sommets historiques. Donc, en gros, l'indice S&P 500 se situe, au moment où je vous parle, à environ 1% de ces sommets historiques. 1% de ces sommets historiques. Il a bien rebondi la semaine dernière et tout a commencé finalement à partir de cette séance du lundi 6 avril. Lundi 6 avril, une séance du lundi 6 qui s'était faite dans un volume globalement réduit en l'absence des marchés actions au sein de la zone euro. Et puis depuis, on voit que les choses se sont confirmées. Alors concrètement, quelle est la vue de marché que je vous ai proposée hier? C'est simplement, hier la semaine dernière, simplement une vision d'analyse technique. Une jambe de hausse, un flat, une jambe de hausse. C'est assez typique. Le cadre de fond, c'est quoi? C'est ce trading range, ici, entre 2040 et 2100 points. Faites une première jambe de reprise impulsive dans la partie basse du range. Assez classique d'observer la formation d'un drapeau, d'un mât, ici à mi-parcours. Et j'anticipais le redémarrage et le fait de remettre une jambe de hausse. C'est globalement ce qu'il s'est passé. Alors,
Le range, vous avez tous ici la possibilité de le voir, et notamment donc ce que le marché... Alors, réellement, en étant plus précis sur les termes techniques, c'était davantage un fanion ici, qui s'est construit à mi-parcours. Et l'idée, c'est de remettre à la sortie du fanion le même type de jambes de progression. Donc j'attrape ici les extensions de Fibo. Globalement, en plus, on peut envisager un mouvement en 5 temps. 1, 2, 3, une grande 3 impulsive, une 4 en fanion. Ici, on est dans une 5. Attention, pas d'ambition de proposer un décompte intraday, mais en tout cas, c'est comme ça ici que je décompose ce rythme-là. Pas besoin de s'enfermer dans des gros décomptes pour envisager les choses. Mais voilà, l'objectif que j'avais proposé la semaine dernière, c'était justement de revoir tout simplement les sommets historiques, les fameux 2115-2120 points. Donc c'est globalement ce qui se passe. Lorsque je me reporte en intraday à ce petit fanion dont les cours sont sortis par le haut ici sur le SP500, vous voyez qu'on a cassé, fait un pullback, des toupies ici, et puis ça relance. Bon, concrètement, je dirais qu'au-dessus des 2090 points, je confirme le fait que j'envisage une poursuite de la hausse de l'indice S&P 500 en direction des 2115 points. Le marché action US progresse pas énormément depuis le début de l'année. Le SP500 doit gagner 2%, le Dow Jones autour des 1,5%. D'ailleurs, c'est globalement la performance de l'indice FTSE lorsqu'on calcule cette performance en dollars US. Mais les perspectives pourraient être meilleures, notamment si, propulsé par ces trimestriels, ce marché parvenait à sortir par le haut de ce range. Car en comprimant davantage les cours, ce que je constate, c'est que nous avons ici une jambe de hausse. Nous avons créé un range et l'idée c'est que si ce marché en sort par le haut, c'est de la reporter derrière pour envisager une hausse du SP500. Alors en prenant un objectif minimal à terme, je vais simplement attraper ici ce mouvement-là. Alors on va l'attraper de manière précise. Mais disons que concrètement, le marché action US étant flat depuis le début de l'année, je pense qu'à un moment ou à un autre, il sera en mesure de refaire une partie de son retard. Je vais simplement attraper ces éléments-là. Je vais bien... Alors, on va caler ça ici, voilà. Et moi, j'aime bien le 0,618, donc 2126 et éventuellement 2180. 2180 serait la cible sur le SP500 en cas d'une cassure haussière des sommets historiques à 2119 points. Donc, pour résumer le fond de ma pensée sur le marché action US et l'indice S&P 500, et c'est globalement ce même raisonnement que je vais maintenant vous proposer sur le Dow Jones et le Nasdaq 100, viser les sommets historiques, au-dessus d'ailleurs des premiers supports, le premier existant ici sur le SP500 à 2090 points. Alors, voilà le décortiquage intraday que je pouvais vous proposer ici sur le SP500. Le Dow Jones, c'est exactement la même lecture. Ensuite, j'envisagerai le cas de l'euro-dollar. Les marchés actions de la zone euro, je les ai assez largement étudiés ce matin. C'est globalement et précisément le même topo, à savoir un indice Dow Jones des valeurs industrielles qui vous propose lui aussi un range ici entre 17 550 points et 18 280 points. Je reviens sur cette séance du lundi 6 avril qui a vu une reprise impulsive dans la partie basse du range sans fort volume mais en l'absence des investisseurs zone européen entre autres. C'était le fameux week-end pascal. Comme sur le SP500, les cours sont à ce moment-là sortis par le haut de ce qui est ici pour le coup un vrai drapeau. En tout cas un rectangle, enfin, bref, de toute façon c'est le même type. Peu importe le libellé, j'ai envie de vous dire, ce qui compte c'est qu'on a une jambe de hausse impulsive, un mât et une résolution haussière. Et j'aurais tendance à dire que comme sur le SP500, je vise 2119 points tant que ce marché se maintient au-dessus des 2090, eh bien j'ai envie de vous rappeler cet objectif que j'ai sur le Dow Jones à 18 140 points sur le court terme, et ce, tant que l'indice Dow Jones se maintient au-dessus de ce premier support à 17 981 points. Ce raisonnement que je viens de vous proposer sur le SP500 et le Dow Jones, je vous le propose aussi, et plus que jamais d'ailleurs, sur le Nasdaq 100, qui est l'indice américain le plus performant depuis le début de l'année, qui lui a proposé d'une part ici une divergence haussière, lorsque vous aviez eu ici 3 creux descendants. À cela s'ajoute la sortie par le haut d'une figure globalement impulsive. Ici, bon, dans l'esprit, on avait une compression intraday en wedge.
C'est aussi d'ailleurs le lundi 6 avril que ce marché en est sorti par le haut. Pullback et sa relance. Quand je vous ai parlé de ce marché dans le point de marché du 10 avril, l'idée était de dire qu'au-dessus du premier support qui s'établit à 4389, je vise un retour sur les récents sommets à 4483 et derrière probablement le débordement des sommets annuels pour viser les 4700 points qui sont les sommets historiques du Nasdaq 100. Pour résumer, au-dessus des 2090 sur le SP500, objectif les sommets historiques 2119 et sur le Nasdaq 100, au-dessus du premier support sur cet horizon de temps, mais le réel premier support est à 4412, mais sur cet horizon de temps, le plus tangible est à 4389, eh bien je vise 4430 et 4480, les sommets historiques, annuels de l'indice Nasdaq 100. Voilà donc pour cette première partie de l'émission Wall Street Insider dédiée au marché actions US. Maintenant, forcément, on va parler du cross euro-dollar et du dollar US. L'euro-dollar, je l'ai bien étudié ce matin avec vous. Je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais je vous rappelle que les paires en dollars majeures, notamment l'euro-dollar et le NZD-USD, sont sous l'influence d'une divergence baissière cachée de momentum active depuis le troisième test des indices 50 $. Plus que jamais confirmé par la cassure de cette ligne de tendance haussière et l'activation d'une pattern en triple top. 1, 2, 3. Ligne de coup qui s'établit ici à 1,0713. Brisée ici sur la base d'une clôture. Intraday H4. J'utilise 4 cours de clôture par jour pour déterminer des signaux de trading swing. Nouveau signal de vente à la cassure ici des 1,0638. Pour adopter les stratégies de vente, vous avez la possibilité d'exploiter ce canal de baisse ici en données 4 heures. Attention ici, ne vous enfermez pas dans un scénario qui verrait une contradiction de momentum. Cela ne fait que ralentir la baisse sur le taux de change euro-dollar. Je vous rappelle que l'étude du momentum n'est que l'étude de la pente d'une dynamique et non pas un indicateur à un stade précoce d'une inversion de tendance, mais simplement du rythme. Et ce rythme peut changer. Ce qui se traduit ici notamment par le fait que nous avons eu cette jambe de reprise qui est venue chercher d'ailleurs la partie haute du canal. Et j'aurais tendance à dire que nous avons la partie haute du canal à proximité des 1,0620 et que ces 1,0620 peuvent être considérés comme à la fois la première résistance horizontale et la partie haute du canal pour viser toujours ce que j'envisage être la cible théorique du triple top 1,0530. 1,0503 et surtout 1,0450. 1,0450 qui sont les plus bas annuels de la paire euro-dollar, mais je pense que ce niveau peut céder cette semaine et que ce marché peut rejoindre 1,0373. En tout cas, il y a toujours la possibilité d'exploiter ce canal ici sur la paire euro-dollar. Laissez-moi vous montrer ici en temps réel les toutes dernières données de positionnement des traders particuliers chez FXCM, les fameuses données de notre Speculative Sentiment Index, accessible dans DailyFX+, avec vos codes de trading de votre compte FXM réel. Que nous disent les données de positionnement? Eh bien, elles nous disent que vous êtes désormais 43% à être à l'achat sur la paire euro-dollar, après avoir été, en fin de semaine dernière, 41%, mais après avoir été surtout 28% lorsque ce marché est allé chercher l'indice 50. Et vous êtes désormais donc 43% à l'achat. Ce que là signifie qu'à mesure que le taux de change se déprécie, et il a rejeté de 500 pips, il est passé de 1,1050 à ce matin 1,0520 $. Venons à l'instant de tester ou de s'approcher de la première résistance à 1,0620, eh bien le réservoir des traders particuliers à l'achat s'est renforcé. Et c'est finalement cette approche-là qu'il faut voir, c'est tout simplement l'approche contrarienne des marchés financiers. À mesure que le taux de change se déprécie, le capitaux des réservoirs investis à l'achat se remplit. C'est typique d'un mouvement de foule à contre-tendance, typique du fait qu'à mesure que les supports sont atteints et qu'ils sont rompus, le réservoir des capitaux pouvant s'investir à l'achat se remplit. Or, lorsqu'il sera à ras-bord, il ne pourra que se vider. Et dès lors qu'un réservoir long se vide, quand bien même ce marché serait sur ses plus bas ou sur support, le risque est justement qu'il se vide et qu'il entraîne de surcroît la cassure de ces niveaux de support. En tout cas, du point de vue du positionnement des traders particuliers, eh bien, pour le moment, la tendance reste plutôt baissière sur l'euro-dollar et l'analyse technique
tant que ce marché reste enfermé dans ce canal, suggère qu'on peut envisager davantage de baisse. Une cassure haussière et seulement une cassure haussière des 1,0620 permettrait d'envisager un pullback en direction de la première résistance des 1,0713 qui serait à ce moment-là une bonne opportunité de vente. Donc soit ce marché retourne chercher les 1,0713 pullback et à ce moment-là avoir une opportunité d'adopter une stratégie de vente. C'est assez classique lorsqu'on casse une ligne de coup d'effectuer un pullback. Le pullback n'a pas été effectué ici, on s'est arrêté à 1,0680, mais tant que ce marché reste en position sous les 1,0620 et dans ce canal, il a tout à fait la possibilité de rejoindre notamment cette première extension des 0,618 à 1,053, mais de manière générale davantage les 1,0450. Voilà donc ce que je pouvais proposer comme vue de marché sur le taux de change euro-dollar et notamment sur les marchés actions US. Et je vous laisse observer avec cette construction haussière du Nasdaq 100. Bon voilà, sur les marchés actions US, je pense ne pas prendre trop de risques en évoquant la possibilité que ces marchés actions US reviennent tout simplement chercher leur plus haut historique récent. Voilà donc pour le topo sur les marchés actions américains. Voilà pour le topo sur le taux de change euro-dollar. Mécaniquement, ce que je viens d'évoquer sur le taux de change euro-dollar permet d'apprécier la vue de marché que l'on peut envisager sur le dollar américain. Alors, le dollar américain s'attaque, selon notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, dont vous avez le CFD sous les yeux, à ses sommets annuels et non pas historiques. Si ce marché parvenait à franchir les 12 150 points, il s'ouvrirait en effet la voie des 12 500 et des 12 600 sur ce contrat pour la différence, ce qui n'est pas encore fait. Permettez-moi à ce moment-là de vous rappeler les nouvelles anticipations des économistes et des investisseurs basées sur les contrats futurs sur le taux d'intérêt des Fed Funds négociés à la bourse de Chicago. Il y a toujours un décalage entre économistes et investisseurs à la bourse de Chicago. 65% des économistes envisagent un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds en septembre prochain. Seulement 30% du côté des contrats à terme sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Où se trouve le premier support sur le Dow Jones FXM Dollar Index? Eh bien, je dirais que le premier support, c'est les 2080 points pour ce qui est de cet horizon de temps-là. Et le tout premier, mais qui est vraiment davantage intermédiaire, eh bien, en fait, on vient de le tester. Alors, pourquoi c'est ce niveau-là? Voilà, c'est simplement ce cours de clôture. Je vous rappelle que une bougie positive, son cours de clôture, c'est la partie haute du corps. Bon, ça, je pense que je ne vous apprends rien dans la façon d'utiliser les chandeliers japonais. En tout cas, voilà la façon dont je vois les choses sur ce dollar US et notamment sur le taux de change euro-dollar ou encore sur les indices US. Et forcément, le CAC 40, la cible évoquée ce matin, reste d'actualité. Je vous rappelle que l'indice parisien est sous l'influence d'une structure en épaule, tête, épaule inversée, dont la ligne de coup a été brisée lors de la séance du mardi 7 avril 2015. Une séance particulièrement haussière le mardi 7 avril au sein de la zone euro, suite à cette séance fermement haussière à Wall Street le lundi 6 avril. Un rattrapage car au fond, si les indices de la zone euro avaient été ouverts le lundi 6 avril, ils auraient réalisé cette séance ici, le 6 avril et non pas le 7. Dans tous les cas, peu importe, c'est depuis cette cassure haussière de ligne de coup que je vous propose l'objectif théorique de cette pattern en épaule, tête, épaule, 5274 points. Et donc je vise toujours en l'état 5274 points sur l'indice CAC 40 qui est représenté ici par le CFD FRA 40. Cinquième partie de ce point de marché, le tour d'horizon intraday H4 des paires croisées et ou mineurs. Et si vous avez des questions sur les actifs américains, n'hésitez pas à me poser la question. J'y répondrai dans un second temps. Alors, AUDCAD, pas grand chose à dire sur la UDCAD, si ce n'est que c'est un mouvement qui est compliqué. On était sorti par le bas d'un range, on le réintègre, on repasse en dessous. Il est difficile d'envisager des mouvements bien précis sur cette paire de devises, étant donné que ce sont globalement deux monnaies qui sont sous pression. Sur le court terme, le dollar canadien tend à se renforcer. Pourquoi? Parce que le pétrole reste globalement solide sur le court terme, au-dessus du niveau de prix d'ailleurs des 50 dollars. Quelles sont les dernières news sur le pétrole? Eh bien, cette nouvelle réduction du nombre de puits de pétrole en activité aux États-Unis eut égard justement au prix qui a été atteint sur ce marché. Donc, la UDCAD, c'est une paire de devises qui, je trouve, sur le court terme, est globalement assez difficile à négocier.
Y a-t-il quelque chose à apprécier sur l'AUD yen? C'est très similaire à l'AUD CAD. Concrètement, ce marché proposait un range dont il était sorti, donc ce range s'établissait dans ces bornes-là. Il l'avait réintégré de manière assez solide. Il repasse en dessous, le mouvement, le niveau est malmené. Le niveau qui est clairement malmené, c'est celui-ci. Je vais vous le faire apparaître juste là. Le voici. Donc j'ai envie de vous dire que le fait que ce marché soit rebasculé sous les 91,80 permet d'envisager un nouveau test des 90. Et attention à 90, il y a clairement une ligne de tendance haussière de long terme qui passe et qui est susceptible de pénaliser cette paire de devises. L'AUD-NZD lui m'intéresse plus que les autres paires contenant les dollars des antipodes. Je vous ai proposé sur notre site une alerte de marché la semaine dernière, vous expliquant qu'il y avait une jambe de hausse intéressante sur le niveau de la parité. Alors la parité c'est quoi? C'est 1 AUD égale 1 NZD. J'apprécie ici la reprise impulsive et concrètement j'ai le sentiment qu'on construit un fanion. L'idée c'est d'utiliser le niveau ici des 1,0146 pour placer paramétrer un money management. J'apprécie aussi le fait de retrouver cette configuration ici sur l'indicateur technique RSI. Et concrètement, depuis environ la séance du 8 avril, donc depuis mercredi dernier, finalement je mets régulièrement en avant ce niveau des 1,0146 pour l'utiliser à chaque test, pour une stratégie positive. Donc 1, 2, 3, le dernier datant de la session asiatique ici, suite à la publication donc, des chiffres de la balance commerciale en Chine. Dans tous les cas, nous sommes actuellement en train de tester la partie haute du range, on est plutôt sous résistance, vous voyez ici la partie haute de cette structure en fanion, donc concrètement, tant qu'on n'en sort pas, on n'en sort pas, et je continue de chercher à exploiter la partie basse du range, je dirais comprise entre 1,0146 et 1,0160. Je pense que ce sont les 1,0160 qui peuvent être un bon niveau d'entrée, et le stop est très serré, une vingtaine de pips au bas mot, au grand maximum. L'avantage, je dirais ici, c'est que la gestion du risque me paraît globalement précise. Je vais remettre le taux de change euro-dollar. Je continue donc. L'AUD USD, je l'ai évoqué ce matin. En ce qui me concerne, je pense que ce marché a fait une jambe de baisse, qu'on est sorti par le bas, là typiquement d'un drapeau, ou d'un fanion, d'un wedge, bref, peu importe. L'idée c'est quoi? J'utilise ici les extensions de Fibo, j'attrape cette jambe de hausse ici, voilà, hop, voilà. Et donc concrètement, je vise désormais sur cette paire de devises un nouveau test des 0,7487. Première résistance 0,7640. Je pense donc que l'on peut utiliser les 0,7640 comme résistance pour une stratégie de vente. Je vise 0,7487 et derrière de nouveaux plus bas, notamment les 0,7330 et toujours ces fameux 0,7268 qui sont un niveau passé tout simplement ici sur le cross AUD USD. Alors l'euro AUD m'intéresse, de même que le lien avec le pétrole n'est pas forcément évident. Je vais aller le chercher. L'euro CAD, pardonnez-moi, pas l'euro AUD, l'euro CAD pour faire le lien avec le pétrole. Voilà, l'euro CAD, je parle dans un second temps de l'euro AUD. L'euro CAD, il est lui aussi dans un scénario de rejet sous les 1,3750, une résistance dont j'avais parlé à plusieurs reprises. L'idée c'est quoi sur l'euro AUD? C'est que nous avons fait une jambe de baisse, une reprise ici en flat sous les 1,3750 et puis on a donné un signal de vente à la cassure ici des 1,3527. Qu'est-ce qui ralentit ici la baisse de l'euro CAD et qui lui permet de se stabiliser sur 1,33? C'est tout simplement ça. Je vais vous montrer ici, nous sommes en train de tester la partie basse d'un canal de long terme. Alors, ça permet à la baisse, je dirais, de ralentir, mais concrètement, je pense qu'on fait une espèce de range et que ce marché finira par en sortir par le bas, et ce, donc tant qu'il se maintient sous cette première résistance ici, tout simplement les récents plus bas. Je vais la tracer ici de cette façon. Voilà le type d'élément ici que j'envisage sur l'EuroCAD. Donc, l'idée c'est que nous pouvons envisager un espèce de range ici entre 1,33 et 1,3377. Je pense que les 1,3377 sur l'EuroCAD sont justement une résistance à envisager pour une stratégie de vente et derrière viser de nouveaux plus bas sur cette paire de devises. Alors pour l'euro AUD la situation est un peu différente et de manière générale pour aussi le GBP AUD.
L'euro AUD a bien réagi à nouveau sur les 1,38. Ça m'intéresse, c'était ce niveau de support. Ici d'ailleurs il existait un range qui me paraissait pas mal à exploiter. Y a-t-il réellement quelque chose à faire sur ce marché? On a ici une reprise impulsive, on se retrouve dans ce range 1,38, 1,40. Le pivot ça reste vraiment 1,40. Là je vais pas de stratégie particulière à envisager ici, si ce n'est éventuellement utiliser les 1,40 pour une stratégie de vente. Le GBP, alors l'euro GBP, je vous en ai parlé ce matin. L'euro GBP, à la différence de l'euro dollar, n'était pas encore dans un scénario de double top, ce qui est le cas sur l'euro dollar depuis la cassure des 1,0713. Sur l'euro GBP, j'ai commencé à fortement vous en parler la semaine dernière, lorsque j'ai vu ce marché échouer par 2 fois sous 0,7384. Ligne d'activation de la figure se trouve ici à 0,7222. Et finalement, on pourrait avoir le sentiment que le signal a été donné et qu'au fond, le marché ne ferait qu'un pullback ici pour permettre justement l'adoption d'une stratégie de vente. C'est pas franc et massif. Je vais vous montrer ce qu'avait fait à l'époque l'eurodoll pour bien distinguer la situation. Voilà ce qu'avait fait l'eurodoll. À la cassure de la ligne de coup à l'époque, l'eurodoll, voilà, il l'avait brisé et on s'est enfoncé assez rapidement. Puis on avait fait ici une toute petite reprise. D'ailleurs, il y avait un petit biseau ici, plutôt visible sur les horizons de temps inférieurs à 1 heure, et on avait remis une jambe de baisse. Alors, pendant que l'eurodoll sera environ maintenant à 20 pips de tester sa première résistance et la partie haute de ce canal de progression baissière, que nous fait lui l'euro GBP? Eh bien, l'euro GBP, en l'état, j'ai le sentiment on a une clôture intraday H4 qui fait penser que ce marché a justement donné le signal de cassure de la ligne de coup. Au-delà de ça, on avait un range ici assez court qui s'établissait entre 0,7230 et 0,7277. Je maintiens le fait que sous 0,7284, et au fond maintenant on peut même rabaisser ça, que ce marché peut rejoindre cette semaine ce niveau ici des 0,7122. En tout cas, ça semble être en train de vouloir confirmer la cassure d'une ligne de coup d'un double top. L'euro CHF, pas grand chose à voir dessus, si ce n'est que le franc continue de se reprendre face à l'euro, et notamment depuis les 1,08. Bon, de toute façon, connaissant maintenant les conditions propres à cette paire de devises, je ne préfère pas trop m'y attarder. L'euro-yen. L'euro NZD. Alors, l'euro-yen teste les plus bas ici de la mi-mars. Est-il en train de les rompre? La dernière fois que j'ai fortement parlé de l'euro-yen, c'était exactement comme pour l'euro CAD. Lorsque l'euro CAD avait fait une jambe de baisse et un flat sous les 1,3750, l'euro yen avait fait une jambe de baisse et un flat sous les 131,75. Je pars de ce principe là. J'utilise ici les extensions, j'attrape cette jambe de baisse au point bas ici, au point haut de la reprise ici. Donc je vais parfaitement attraper, voilà, hop, ce qui me permet d'envisager un repli en direction des 125,70 et voire même à terme des 122 ici sur l'euro yen. Au final, j'estime que ce marché a un potentiel de baisse, qu'il teste actuellement une toute première résistance, mais que je qualifierais plutôt d'intermédiaire. J'aurais davantage tendance à chercher à exploiter ce niveau-là, les 127,80, pour envisager derrière une reprise de cette phase de baisse ici, donc sur l'euro yen, avec donc cette target des 125,70. Bon, voilà, c'est ce que je peux vous livrer ici comme information. Le GBP AUD. Alors le GBP AUD, ça me plaît ce qu'il fait. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais mis en évidence à la fin du mois de mars le niveau des 1,89, une ligne de tendance haussière qui existe depuis mi-novembre 2014, enfin non, le deuxième point étant là depuis mi-janvier 2015.
Le marché l'a retesté la semaine dernière ici sur le 12 avril, donc sur les 1,90. Il repart. L'idée, c'est que je pense que maintenant le GBP AUD est en train de se neutraliser ici dans une espèce de structure triangulaire. Donc la vol se réduit sur le GBP AUD. On teste là à nouveau une résistance, mais je pense que ce n'est pas un point de vente. Vu la force de la reprise ici sur le GBP AUD, j'aurais tendance à croire que ce marché pourrait revenir tester ici les 1,96 et notamment s'il déborde ici les 1,9322. Mais on est davantage en dessous d'un seuil d'accélération. Plusieurs façons de le jouer, il y a des ordres de trading pour ça, mais je pense qu'on a davantage ici un point qui, s'il était cassé à la hausse sur la base d'une clôture intraday, permettrait d'envisager un retour sur l'1,96. Le GBP Yen. Alors, le GBP Yen tient toujours, mais les 175,80. Alors, les 175,80 ont une importance sur le GBP Yen, car à l'époque, ce marché avait réalisé un triple creux ici, qui avait donné le point de départ d'une hausse globalement forte. Concrètement, je suis partagé entre soit le scénario d'un range avant cassure, soit le scénario de l'établissement d'un creux. La différence étant qu'à l'époque, il y avait eu une touchette avant relance, concrètement un marteau et ici un avalement haussier, deux bougies H4, une bougie H4, une bougie H4, deux bougies H4 pour des relances impulsives. Nous sommes là en train de faire un flat, certes on travaille le niveau, mais ça ne repart pas pour autant. Et j'ai plutôt le sentiment que nous serions en train de faire un espèce de drap avant de casser. Donc, je ne recommande pas l'utilisation du niveau des 175,80 pour une stratégie de reprise. Cela me paraît plutôt risqué eu égard à la forme qui est en train de prendre le mouvement. Alors GBP AUD, je pense que ce marché peut aller chercher plus haut de même le GBP NZD avec un double test réussi des 1,9360. Le GBP NZD me semble en mesure de revenir tester éventuellement ici les 1,98. Alors est-ce qu'on peut pousser jusqu'à 2, 1,96,2? Pourquoi pas. Celle-ci, on peut la retirer puisqu'elle n'a plus réellement d'utilité. Je vais simplement utiliser un niveau d'analyse chartiste. Voilà, donc je pense qu'en effet, uniquement en faisant du chartisme, bon, il y a pas mal de chiffres cette semaine, notamment les chiffres du marché du travail en Nouvelle-Zélande, mais voilà, j'ai le sentiment que le GBP NZD peut revenir chercher des résistances qui se trouvent un peu plus haut. Éventuellement, la possibilité d'utiliser cette ligne de tendance ici sur le GBP NZD pour envisager au moins une reprise en direction d'un 98,13. De toute façon, il ne faut pas rebasculer ici sous ce niveau des 1,96, mais même il ne faut pas rebasculer sous les 1,96,30 pour envisager davantage. Mais en tout cas, bon, en effet, GBP AUD, GBP NZD, j'ai le sentiment qu'ils sont à nouveau en mesure de mettre encore une jambe de hausse. J'aime bien aussi la pattern ici sur le RSI H4 du GBP NZD. Bon, de manière générale, le NZD il est sous pression et c'est notamment ce qu'on vous a proposé sur le NZD USD sous les 0,76, sous les 0,77 avec cette puissante divergence baissière cachée sur l'horizon de temps supérieur. La cassure ce matin, le pullback, je maintiens la cible à 0,7390 cette semaine. Je pense toujours que les 0,7480 peuvent être utilisés pour des stratégies de vente et que sous les 0,7390, ça peut se replier vers 0,7280 et même 0,7175. Le câble a atteint un objectif et se reprend. Quel est cet objectif atteint par le câble? Alors le sterling se reprend sur les toutes dernières heures de cotation. Ça c'est important à noter. Il y a des spéculations, je vous rappelle, sur les élections législatives qui amèneront à la formation d'un gouvernement, d'un Premier ministre au Royaume-Uni au mois de mai. Donc ça approche. Et il y a encore de l'incertitude. Sur le très court terme, il y a ici, regardez, une micro-contradiction de momentum sur le GBP-USD qui permet au GBP-USD, je pense, de rebondir en direction de la première résistance à 1,4740.
1,4740 est une résistance à utiliser pour une stratégie de vente. J'ai sur le GBP USD déterminé les objectifs théoriques de la résolution baissière de ce range. Vous pouvez constater que le 0,618 en tant que premier objectif, 1,4580 provoque une reprise technique, peut-être en direction des 1,4740, qui j'estime seront une bonne résistance pour une stratégie de vente et pour viser ensuite les 1,4480. Voilà en tout cas la façon dont je vois les choses sur le GBP USD. Et donc voilà, l'eurodoll, en ce qui me concerne, hein, tant qu'on se maintient dans ce canal de baisse H4 et sous la première résistance 1,0620, pour moi 1,0620 peut être utilisé. Le risque à ce moment-là est bien géré, hein. Le stop est d'une vingtaine de pips au-dessus de la résistance, car si ça passe, on peut pullbacker à 1,0713. L'idée, enfin, l'approche que j'ai en tout cas de l'analyse technique lorsqu'on cherche à appliquer des stratégies de trading, c'est globalement de savoir où mettre le stop. Je pense que c'est la réflexion principale. L'analyse de la tendance, mais surtout savoir où et comment gérer son risque. Le NZD-CAD. Alors, le NZD-CAD, vous avez compris que le dollar néo-zélandais est sous pression de manière générale. Le dollar canadien a tendance à se renforcer sur le court terme, étant donné que le pétrole est resté globalement solide. Le NZD-CAD teste un support au moment où je vous parle. Et j'ai aussi une ligne de tendance haussière ici qui m'intéresse. Alors, je pense qu'il sera bientôt intéressant, étant donné que ce sont deux monnaies qui globalement se neutralisent et qu'on peut envisager un range ici sur le NZD-CAD, qu'il y a ici la possibilité d'exploiter ce niveau de support des 0,9350 pour une stratégie, mais vraiment intraday, vraiment court terme, hein. Ici sur le NZD-CAD, c'est tout simplement un niveau de support horizontal. Donc à avoir en tête ce niveau ici des 0,9350. Le NZD Yen est quant à lui sous pression, est clairement sous pression. Pourquoi est-il sous pression? Il est en train de briser une ligne de tendance haussière en place depuis le 11 mars. Alors, c'est pas encore un signal franc et massif. On est globalement survendu en intraday, mais la survente n'a jamais empêché une phase de baisse de se déployer. Le risque, selon moi, sur le NZD Yen serait de briser les 88,74. Car nous pourrions à ce moment-là envisager un double top sous les 91,50, 92. Ce que je pense, c'est que sur le court terme, le NZD Yen va revenir chercher les 88,74. Et il y a peut-être ici une toute première résistance à exploiter pour justement viser ces 88,75. Le risque ensuite serait de briser ces 88,75. Car là, le marché retomberait en direction des 87. Ce qui va finalement dans le sens de notre scénario, je dirais, d'un NZD sous pression, à travers les reprises du GBP NZD, à travers la reprise de l'AUD NZD, notamment lorsqu'il teste les 1,0160, je pense que c'est toujours un niveau, ici, qui me semble intéressant. Bon, l'USD-CAD, j'en ai parlé ce matin, il est en plein milieu de son trading range, 23,80 à 28, ce n'est pas hyper limpide d'être au milieu d'un trading range. Je m'intéresse simplement au test de la bande basse. Donc je termine sur l'eurodoll. Tant que c'est dans le canal et tant que c'est 1,0620, le scénario le plus probable est de revenir tester les 1,05 et voire même les 1,0450. Alors bonjour Tradator, les divergences cachées sont pertinentes dans le sens de la tendance. Le CAC 40, notre ami le CAC 40, eh bien je persiste et donc je signe et je vise toujours 5274 points sur ce marché du CAC 40. Le DAX et une idée sur le gaz, c'est parti. Le gaz, je l'ai évoqué ce matin et c'est un marché déjà qui est difficile, qui a brisé un niveau ici qui s'établit à 2,57. Ça c'est une chose.
Euh, J'aurais tendance à dire qu'on peut rebondir justement vers 2,57, 2,55,7, 2,57,6, mais c'est désormais un niveau de résistance qui peut provoquer eh bien une baisse des cours tout simplement. Euh, A-t-on une sorte de canal? Alors ça c'est oui, intéressant de noter ça. Vous prenez cette ligne de tendance ici, cette ligne de résistance, et avec contrôle, vous pouvez en créer une parallèle, et vous avez ce qu'on appelle une ligne de canal, qu'on reporte au point le plus saillant en face. Donc attention, voilà. On a éventuellement ce canal, ici de progression, qui doit nous inviter, je pense, à nous méfier des niveaux horizontaux. On peut avoir ce type de pattern, donc si reprise il doit y avoir sur le gaz naturel, ce serait pour envisager un test des 2,57,3. Mais ces 2,57,3 peuvent être une résistance pour les cours ici. Voilà éventuellement l'hypothèse qu'on pourrait faire, mais globalement c'est un marché qui est sous pression. Le DAX. Le DAX, je pense, et je vous rappelle mon graphique de fond, enfin façon de parler c'est du H4. Je reste haussier toujours tant qu'on est au-dessus du... C'est le canal de hausse depuis le début de l'année ici, hein. Ça c'est l'engagement du quantitative easing. Le CAC 40 a créé une structure en épaule tête épaule inversée. Le DAX est un rounding de continuation, actif à la cassure de la ligne de coup à 12 222. Je pense qu'on fait un espèce de range entre 12 334 et 12 400 points. Tant qu'on fait une conso à plat ici, eh bien l'idée c'est d'en envisager la résolution haussière. Je vise toujours 12 595. Maintenant, entre le scénario qui verrait un pullback et une relance ou juste un flat avant hausse, ce sont les limites de la prévision boursière, et tout se joue ici à 12 334. Au-dessus, on peut envisager un petit flat avant de relancer. Si jamais ça brise, on fera une correction en zigzag et on peut à ce moment-là envisager un pullback sur 12 222 qui, selon moi, est un bon niveau de support pour derrière envisager de nouveaux plus hauts. Un PER de 149, c'est en effet très cher. Après, ça dépend du secteur, ça dépend de la boîte, on ne peut pas généraliser. Ok, le copper. Le cuivre, qu'est-ce que je peux vous dévoiler sur le cuivre? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est que c'est un marché qui est clairement dans une attente de relance. Je pense que ce marché finira par relancer. C'est assez délicat, mais j'aurais tendance à conserver un biais positif au-dessus de cette zone en fait, hein, au-dessus des 2,70. Là on fait une compression. Honnêtement, un chart comme ça c'est vraiment difficile à utiliser, mais je pense qu'au-dessus des 2,70 on peut toujours envisager de revenir tester ici les 3, mais c'est devenu complètement flat. Par contre, voilà, on fait une jambe de hausse impulsif, un flat. Ça ressemble à un drapeau ou en utilisant l'analyse technique, j'aurais tendance à dire qu'on fait une jambe de hausse, un flat, qu'on peut réenvisager un redémarrage. Voilà, et ce tant qu'on tient ce premier support des 2,70. Merci. Alors, les indices US, il y a une question sur le Dow Jones. Donc le Dow, bah écoutez, c'est bientôt fait, mais c'est pas encore fait, donc ça peut le faire encore. Je vise voilà, 18 130, hein, tout simplement. J'ai cette hypothèse dans ce range d'une espèce de drapeau. Je confirme et je vise 18 130 sur le Dow Jones. Nous y sommes bientôt. Et toujours 2119 sur le S&P 500. Voilà,
chers auditeurs, auditrices, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Merci d'avoir été attentifs. L'émission Rapport hebdomadaire en Ishimoku commence dans 2 minutes. Donc 1 heure en Ishimoku avec Karen Pellewal. Et à 18 h, la section numéro 3 de la formation de Sylvain Logadanin au scalping. Merci à toutes et à tous et restez présents pour le point de marché Ishimoku.